Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va tenter de savoir qui est le langage le plus aimé et le plus détesté de 2023. C'est juste après ce jingle. Alors les amis, aujourd'hui on va commencer avec un article du blog du modérateur qui parle du classement des langages les plus aimés et les plus détestés des développeurs en 2023. C'est un classement qui a été fait par JetBrains, donc qui est une société qui édite des logiciels, une suite de logiciels bien connus chez les développeurs, PHP Storm, WebStorm, etc., etc. Et donc ils ont fait le classement des langages les plus aimés et les moins appréciés avec certains critères, etc. On commencera avec ça en douceur. Ensuite, on enchaîne avec un article du siècle digital, Amazon qui ne va plus collaborer avec certains grossistes en Europe. Ils sont en train de retravailler un petit peu leurs marges, leurs coûts, leurs dépenses, etc., etc. On va voir ça ensemble, mais voilà, sachez que de ce côté-ci, il y a pas mal de choses à dire. Ensuite, on va parler de SEO avec un article Abondance. Donc Abondance qui est un blog de référence tenu par ce monsieur Olivier qui est vraiment une ref, Olivier Andrieux, en matière de SEO et qui du coup nous parle du projet Index Mobile First. Donc là ça sera le moment d'avoir les neurones bien accrochés, hein. C'est du SEO, donc il y a 2-3 trucs un peu techniques, mais voilà, j'essaierai de vous rendre ça le plus agréable possible. Ensuite, on enchaînera avec un article de Blog Nouvelles Technologies qui parle d'un report, apparemment un report des modifications de l'API Twitter, puisque comme vous le savez, Twitter a décidé de fermer son API et finalement de l'ouvrir, mais moyennant paiement évidemment. Donc voilà, on en parlera. Ensuite, ça va être plein d'articles sur lesquels on va aller peut-être un peu plus vite que d'habitude, hein. On n'y passera peut-être pas autant de temps, on verra. Ensuite, on parlera d'un article donc, directement issu du blog de Meta, donc le groupe de Facebook, qui parle du coup d'un nouveau système de paiement pour Instagram. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus précisément. Et puis Buffer également qui se lance sur l'IA, hein, pour faire original. Donc voilà, j'en parle tout simplement parce qu'il y a 2-3 features que j'ai trouvées intéressantes. On n'y passera pas 3 heures parce que ChatGPT, l'IA, tout ça, hein, ça commence un peu à nous passer par-dessus, hein. On ne parle que de ça en ce moment, donc voilà, je vous ferai vraiment un focus précis sur les features qui sont intéressantes pour pas répéter ce qu'on dit toujours depuis maintenant quelques semaines. Et puis on terminera par un petit jeu, vous allez voir, c'est très sympa, je vous montrerai ça. Avant de commencer les amis, petite annonce, sachez que j'ai découvert hier que la TwitchCon 2023 avait lieu en France. Donc la TwitchCon, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est the événement de Twitch qui a lieu chaque année, où en gros ils font venir les plus gros streamers et streameuses. Il y en a 2 en réalité chaque année. Il y en a un qui est plus pour, je crois que c'est Amérique du Nord, et un plutôt pour l'Europe. L'année dernière, c'était à Amsterdam, si je dis pas de bêtises. Et cette année, donc la TwitchCon européenne aura lieu à Paris les 8 et 9 juillet 2023. Paris Expo, porte de Versailles, pour celles et ceux qui connaissent. Et donc pour l'Amérique du Nord, voilà, la convention nord-américaine, ça sera à Las Vegas, 20 et 22 octobre 2023. Si vous êtes à Las Vegas, tant mieux pour vous. Mais pour ma part, ce n'est pas le cas. Donc, donc voilà, en tout cas, ça aura lieu en France. C'est très très cool parce que c'est un gros event. Si vous voulez rencontrer un peu je dirais les streamers et les streameuses que vous suivez un peu tous les jours, c'est vraiment l'événement où il faut aller. Voilà, allez, on commence avec ce premier article du coup du blog du modérateur, les langages qui sont les plus aimés et détestés par les développeurs en 2023. Est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle? Je vois que Bob est là. S'il y a d'autres devs, dites-moi, parce que s'il n'y a pas de dev, ça va être... en gros, vous en aurez rien à faire, quoi. Donc, grosso modo, je lis vite fait l'article. L'éditeur de logiciel JetBrains a publié les résultats de sa 6e étude annuelle sur... Best Auto Dev. Parfait. Webilla également dev. Super. On va pouvoir échanger. Vous allez pouvoir me dire Atomisty également dev. Oh, il y en a trop de devs ce matin. C'est trop cool. Vous allez pouvoir me dire si oui ou non vous êtes d'accord avec ça. Alors, l'éditeur de logiciel JetBrains a publié les résultats de sa 6e étude annuelle sur l'état de l'évolution de la communauté des développeurs, langage de programmation utilisé, type de développement, technologie, salaire. Près de 30 000 développeurs ont répondu à cette enquête. Aujourd'hui, nous réalisons un focus sur les utilisations et les perceptions
des langages de programmation. Et Nico, oui, dev à jaune. Ah, salut Nico, c'est donc toi. Tu m'avais caché ça. Oui, parce que j'ai cru entendre que tu connaissais la chaîne Hello Tutur Geek, bienvenue à toi. J'ai cru entendre effectivement qu'il y avait une personne qui suivait un petit peu ça. Notamment, je crois que c'était suite à l'interview de Graphic Art que tu nous as découvert, il me semble. Voilà, donc jaune pour explication, c'est une agence digitale où j'ai travaillé qui s'appelait Hello mon gros. Hello mon gros. Très content de t'accueillir ce matin. Oh putain, là, toi, t'as la palme du pseudo là ce matin, hein, vraiment. J'espère que tu l'as fait exprès pour les streamers, hein, de dire hello mon gros. Ouais, donc Jaune, c'est une agence où j'ai travaillé du coup sur Toulouse, qui à l'époque s'appelait Couleur Citron. Et avec qui j'ai encore de très très bons liens, donc très très content de t'accueillir ce matin. Alors du coup, donc qu'est-ce que révèle ce sondage? Les développeurs ont mentionné le plus de fois ces langages comme préférés. Il s'agit de Python, Java, JavaScript, C# et Kotlin. Donc ça, c'est les gens qui, de façon globale, disent quel langage ils préfèrent. En revanche, il y a aussi un autre classement qui est le plus apprécié, mais en tenant compte des gens qui l'utilisent, pour dire, voilà, avoir quelque chose d'un peu plus pertinent. Et donc dans ce cas-ci, le top 5, ça serait Kotlin, C#, Python, Rust et Java. Voilà, qui sont les langages qui ont été les plus appréciés. Ils ont également fait les langages qui ont été les moins appréciés. Donc pour le coup, de façon globale, c'est JavaScript, Java, PHP, C et C#. Et pour les gens qui utilisent, voilà, qui votent uniquement pour des langages qu'ils utilisent, le top 5 du coup des classements les moins appréciés, c'est Perl à 96%, c'est énorme, suivi de Visual Basic 77% et de Delphi à 60%, C à 51%. Delphi, je sais même pas ce que c'est comme langage. Je ne sais même pas ce que c'est comme langage. Voyons voir. Là, je vous avoue que la découverte. Il faudrait que je marque des Delphi Lang. OMG, tu m'étonnes qu'ils aiment pas. C'est quoi ce truc? Langage de EDI propriétaire, embarcado. Oh. Langage de programmation orienté objet, environnement, Delphi. Ok, ça appartient à Windows. Première version en 95. Dernière version 2021. Ok, bah s'il y a des devs Delphi, je suis désolé. C'est sur du Pascal. Ah ouais. Là c'est à l'époque il codait avec la pierre, non, comme ça là, il tapait. Ok, donc voilà. Du coup, pour ce petit classement, si vous voulez voir le classement complet, donc les préférés Python, Java, ouais, en fait, c'est drôle parce que c'est assez controversé, c'est-à-dire qu'il y en a à la fois. Ils laissent pas indifférent ces langages-là, quoi. C'est soit genre t'adores, soit tu détestes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent là sur la citation. JavaScript et Java sont très controversés car ils sont en tête de liste à la fois des langages favoris et des moins appréciés. Analyse JetBrains. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais aussi constaté. Donc au niveau des préférés, Python, Java, JavaScript, C#, Kotlin, TypeScript également qui est bien présent. PHP et C++, voilà les rageux de PHP, hein, vous m'aurez compris. Et ensuite, du coup, dans les moins appréciés, JavaScript, Java, C, PHP, bon. C++, Python, C#, CSS, HTML, voilà. Donc petit classement pour démarrer en douceur. Ça, c'est le classement de l'évolution en termes d'utilisation, donc JavaScript qui plane tout en haut. Bon, ils ont compté HTML, CSS comme des langages de programmation, bien que, je sais pas, c'est assez discutable, on va dire. Java apprécié, choquant, dit Nico. Ben ouais, écoute, après, est-ce que ça n'a pas évolué pas mal ces dernières années, qui fait que finalement, c'est revenu un peu à la mode. Je sais pas, j'ai pas trop suivi l'actu Java, je t'avoue. Moi, je suis pas trop... jamais développé en Java. Il n'y a pas WinDev dans le classement. Ben non. Quand tu regardes le salaire avec Java, tu verras pourquoi. Ok. Bon voilà, en termes d'utilisation, en tout cas, JavaScript qui plane au-dessus, HTML, CSS, le Python qui remonte vachement, hein, en termes de code. Là, on peut voir qu'au début, il y a quelques années, 2017, c'était à moins de 40, c'était à presque 30%, et ouf, ça a connu une ascension fulgurante. Et moi, j'entends énormément parler de ça, de ce langage, beaucoup de gens qui me disent beaucoup de bien sur ça, hein,
qui vraiment apprécient de l'utiliser. Côté utilisation, JavaScript est le langage de programmation le plus utilisé par les développeurs, mais Python devient de plus en plus populaire auprès de la communauté tech. Autre évolution importante, le score de TypeScript qui a presque triplé en 6 ans, passant de 12% en 2017 à 34% en 2022. En revanche, certains langages de programmation affichent une baisse de popularité, notamment PHP, Ruby, Objective-C et Scala. Une personne envisagée sur deux envisage d'adopter un nouveau langage. Les principaux langages envisagés sont le Go, le Rust, le Kotlin, le TypeScript et Python. Voilà, donc TypeScript, pareil, code assez fulgurante. D'ailleurs, je comprends pas trop sur à quoi ça correspond. 3, 4, 5... Ça doit être celle-là, je pense, qui monte comme ça et qui n'en finit pas. Moi, c'est Rust qui me donne envie. Alors, Rust, c'est un langage, si j'ai bien compris, pas facile à prendre en main au début, mais avec des perfs assez intéressantes et beaucoup d'utilité. Le WebAssembly, c'est pas basé sur des trucs comme ça, je sais plus. Il y avait une histoire aussi entre Rust et WebAssembly, mais je sais plus ce que j'avais vu là-dessus. Enfin, en tout cas, oui, ça fait partie des langages aussi dont j'entends pas mal parler. Moi, j'en ai pas une utilité perso, donc je dev pas en ça, mais voilà. Bon, voilà, c'était un petit tour d'un petit classement pour commencer tranquillou avant d'attaquer dans de l'actu pure. Donc voilà, je voulais vous partager ça, bien qu'on avait déjà eu, je crois que c'était quoi, State of JS. Je sais pas s'il n'y avait pas déjà eu d'autres classements comme ça un peu généralistes. Mais bon voilà, en tout cas JetBrains qui sort son classement et du coup ça vous donne un bon aperçu. On enchaîne du coup avec Siècle Digital, Amazon qui ne va plus collaborer avec certains grossistes en Europe. Ah, que se passe-t-il ? Amazon a annoncé couper les liens avec certains grossistes européens qui fournissent des produits sur son site dans un contexte de ralentissement économique affectant le géant de l'e-commerce. Donc l'année 2022 a été marquée par une importante récession économique qui a frappé de plein fouet le secteur de la tech, une tendance qui devrait perdurer en 2023. En conséquence, les entreprises cherchent à réduire leurs dépenses au maximum, à l'instar d'Amazon qui, après avoir connu une croissance exponentielle pendant la pandémie, voit ses revenus se stabiliser. Donc ça, c'est un truc dont on avait probablement parlé, je pense. Alors attendez, je pense que ce que je vais faire rapidos, c'est que je vais mettre à jour mon titre vite fait sur le stream parce que je pense que ça aura plus de sens de mettre ça avant de réagir là-dessus. Voilà. Donc effectivement on en avait parlé je crois sur une matinale, c'est-à-dire que Amazon, comme beaucoup de géants du numérique, avait pas mal supprimé et taillé dans les effectifs. Et on avait constaté, enfin c'est ce qui était en tout cas constaté, qu'une, je dirais... Best Auto qui dit oui, Rust compile sur du WebAssembly. Voilà, mais il me semble bien qu'il y avait un lien. Très tendance le Rust en ce moment, effectivement, Alexis. Et du coup, Amazon, effectivement, avait constaté une baisse d'activité qui était assez impressionnante dans les faits, au niveau des chiffres et dans l'absolu. En revanche, il fallait relativiser ça, puisque en fait, c'était simplement un phénomène, je dirais, disons que ça s'est réégalisé en fait, puisqu'il y a eu une forte croissance pendant effectivement le Covid. Ils avaient beaucoup embauché, voilà, vraiment période faste. Et voilà, le Covid étant je dirais un petit peu moins marqué et les gens sortent, etc., il y a eu une baisse. Mais en réalité, c'était pas une vraie baisse, c'était simplement que ça revenait plus ou moins à la normale. Sauf que comme ils ont beaucoup embauché en fait entre-temps, du coup, ils ont réduit les effectifs. Et donc là, bon, comme beaucoup de GAFAM d'ailleurs, hein, je vous le dis pas à chaque fois, mais... Très régulièrement, je vois passer des articles, suppression de X milliers de postes chez telle ou telle entreprise du numérique. C'est des choses qui, voilà, en ce moment, là, vraiment, c'est l'année de... Disons, on va parler d'optimisation. Ouais. Et donc, beaucoup de licenciements. Et pourquoi je voulais dire ça ? Oui, parce que, en gros, ils continuent visiblement leur projet d'optimisation des coûts et de réduction des coûts. Et donc, en gros, l'idée de cet article, c'est que... ils veulent essayer en fait de passer au plus en direct, d'avoir le moins d'intermédiaires possible pour améliorer leur marge, hein, encore une fois. Déjà qu'ils sont un peu au sommet de ce qui se fait en matière d'e-commerce, mais bon voilà, ils continuent en tout cas à travailler dans ce sens-là. Ouais, c'était ça, fin décembre, l'entreprise annonçait le licenciement de 18 000 personnes, ça c'était
C'était, je pense qu'on avait dû en parler probablement. Donc je continue l'article. À partir du mois d'avril donc et de manière progressive, les grossistes ne rentrant pas dans ces conditions et qui achètent les produits aux marques et les revendent à Amazon ne seront plus acceptés par la plateforme en Europe. Plutôt, la société encourage les marques. Plutôt, la société encourage les marques à vendre directement depuis sa marketplace, ce qui va lui permettre de prendre une commission sur chaque vente et facturer des frais supplémentaires pour la logistique et la publicité sans acheter directement les stocks comme c'est le cas avec les grossistes. Alors je vous rappelle, ça me fait tout à fait écho à un article dont on avait parlé sur une autre matinale. Sachez que Amazon en ce moment est en train de tester en fait un système de... Alors, vous connaissez le système Prime, Amazon Prime, hein, je pense. Et donc ce programme Prime, ils veulent en fait l'étendre à tous les e-commerce. Donc là, pour le moment, c'est aux États-Unis uniquement. Donc ça veut dire que, en gros, si vous êtes sur le sol américain, si vous êtes e-commerçant, typiquement, vous pouvez en fait prétendre au programme Prime, c'est-à-dire demain, moi j'ouvre un e-commerce par exemple, je vends des canards en caoutchouc, d'accord, prenons l'exemple. Jusqu'à présent, je passais par des transporteurs classiques, je sais pas, moi en France, ça va être, c'est quoi les points relais, mondial relais, etc. etc. Il y a la solution de la Poste aussi, je sais plus comment ça s'appelle, Chronopost. Donc on va dire qu'il y a l'équivalent aux États-Unis et en gros Colissimo aussi, JP, ouais, en effet. Et en gros il se présenterait comme en fait un logisticien à part entière et un moyen de livrer à part entière. Donc moi avec mes canards en caoutchouc, je peux très bien inclure un mode de livraison Amazon Prime, même si c'est pas du tout sur le site Prime, hein. Quand quelqu'un vient acheter une dizaine de canards en caoutchouc, il peut très bien choisir livraison avec Prime, donc avec livraison 24-48 heures, enfin toutes les conditions, on va dire, de livraison. Donc ça, c'est... je sais plus si c'était en test ou si c'était... Je crois que c'était déjà présent, hein, il me semble, pour avoir fait l'actualité. C'est déjà en place, mais on a déjà parlé de cette livraison dans une news. Exactement, c'est ce que je dis en fait. C'est le rappel que je fais par rapport à l'actualité qu'on avait déjà traitée. Et cet article me fait tout à fait penser à ça. C'est que Amazon va devenir un vrai logisticien à part entière, on va dire, et étendre encore un petit peu plus son empire, quoi. Et donc là, en plus de ça, ce qu'ils veulent, c'est tailler un peu dans... Voilà, essayer d'améliorer leur marge, essayer de limiter au plus les intermédiaires. Et donc, ils vont interdire, en fait, ils vont éviter de travailler directement avec des grossistes européens pour essayer de réduire drastiquement les coûts. Voilà. Donc, ils sont toujours dans cette logique-ci d'optimisation, en fait, qu'on connaît depuis là maintenant. Ça va faire 1 an ou 2, on va dire que vraiment, les géants de la tech optimisent à fond, quoi. De cette manière, le géant américain va être en mesure de mieux contrôler ses relations avec les marques qui veulent vendre leurs produits sur son site en ayant une plus grande influence sur leur prix ainsi que sur la sélection des articles. Comme le note CNBC, cette décision coïncide avec la volonté globale d'Amazon d'automatiser certains aspects de son activité de gestion des fournisseurs. Elle a par exemple réduit son personnel gérant les catégories de produits en amont. Les vendeurs tiers s'appuient de plus en plus sur le système interne d'Amazon appelé Vendor Central pour effectuer des tâches telles que les négociations des bons de commande et la gestion des expéditions. Donc voilà. Voilà un peu, bon après il y a un petit edit parce qu'en gros il voulait repréciser que Amazon continuerait quand même à travailler avec les grossistes et distributeurs qui sont propriétaires de marques ou qui ont des exclusivités, mais tous ceux qui en gros font de l'achat-revente, c'est niet, c'est terminé. Voilà, donc Amazon qui continue un petit peu à s'étendre et à dominer en matière de e-commerce. Je trouve cette position dominante un peu... peut-être un peu dangereuse, hein. De toute façon, les situations de monopole, c'est jamais très très bon. Voilà, c'est compliqué, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein. En même temps, Amazon, c'est eux qui ont aussi Twitch, ils bouffent le monde, c'est la vie. Voilà. Du coup, pas beaucoup plus à dire là-dessus. On peut enchaîner rapidement avec l'article suivant, qui est un article un peu plus...
Voilà, ça va être un poil technique, c'est sur du SEO, mais quelque chose de fort intéressant. Et donc l'article vient du blog Abondance, Abondance qui est une référence, on va dire, en matière de SEO, une référence française, et qui parle du projet Index Mobile First. Je ne sais pas si ça vous parle, donc Index Mobile First, on va rapidement brosser l'article pour en parler. Donc le projet Index Mobile First de Google, IMF, a été donc initié en novembre 2016, puis a été officiellement lancé en octobre 2017. Rappelons juste que le but de ce projet IMF était de basculer d'une situation où un site web était exploré par les robots de Google uniquement dans sa version desktop, donc dans sa version bureau, à une situation où le site sera uniquement exploré sur sa version mobile. Voilà. Le site d'Olivier Andrieux, exactement. Merci Benta de le préciser, vous l'avez ici Olivier. Coucou Olivier. Coucou. Ça va Olivier? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Voilà, donc ça c'est une référence en la matière. J'avais déjà assisté, je crois, à une conf SEO, ça s'appelait le Search Why, et je l'avais croisé, Olivier, justement à cette occasion. Donc du coup, actuellement, c'est ce qu'explique un peu l'article. Quand les robots de Google passent sur votre site pour essayer de crawler, d'analyser le site, c'était fait dans une version desktop, que ce soit pour calculer votre score SEO en mobile ou en desktop. Et là, en gros, il voudrait l'explorer uniquement dans sa version mobile, voilà. Donc en gros, ça serait du mobile first, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ce qui serait déterminant pour les critères de SEO, de référencement, on va dire, d'un site, serait basé avant tout sur sa version mobile. Alors du coup, je continue l'article. Auparavant, les résultats de l'analyse du site desktop servaient au moteur desktop et mobile. Une fois le site dans l'IMF, ce sont les résultats de l'analyse version mobile qui serviront au moteur desktop et mobile. Voilà, c'est ce que je vous explique. Sauf que ce projet il y a eu quelques rebondissements. Le projet qui aurait dû se terminer en septembre 2020 a connu quelques soubresauts, très joli mot, suite au Covid, et sa fin fut annoncée en mars-avril 2021. Puis, donc il y a eu... cette date finalement a été encore repoussée. Donc en gros, d'abord c'était annoncé pour septembre 2020, le Covid est passé par là, du coup ils ont annoncé ça en avril 2021, puis finalement ça s'est pas fait. Du coup, à force de repousser, ils ont dit on ne donne plus de date de fin pour ce projet. Et là, ce qui s'est passé donc récemment, c'est que le porte-parole SEO de Google, qui s'appelle John Mueller, a donné une indication sur Twitter à un internaute qui l'interpellait sur le sujet, et il lui a répondu, je cite, « Je suis tenté de dire dans les 2 prochains mois », donc que le projet IMF se terminerait dans les 2 prochains mois, mais j'ai renoncé à essayer de prédire l'avenir. Il est également prévu qu'un nombre infime de sites reste indexé sur le desktop, car il ne fonctionne pas du tout avec l'indexation mobile. Fin de citation. En fait, donc ce que dit l'article, en fait, certains sites sont actuellement bien crawlés en majorité. Quand on dit crawler, ça veut dire analyser. Sont bien crawlés en majorité par Googlebot sur smartphone, comme le rapporte la Search Console. On peut le voir ici, il y a une capture d'écran qui a été effectuée. Donc effectivement, ils indiquent bien smartphone, mais le robot indiqué reste Google pour ordinateur, ce qui n'est pas logique et pas normal. Donc en gros, disons qu'il y a des infos qui se contredisent un peu dans la Search Console. Donc la Search Console qui est l'outil de Google qui vous permet un peu de suivre comment votre site est référencé en quelque sorte. Donc a priori, il s'agit d'un problème de mise à jour de la Search Console par Google à ce niveau, mais une fois que le problème sera réglé, il ne restera plus que les sites irréductibles qui ne sont pas passés dans l'IMF. On peut penser que leur nombre sera très faible et que leur ambition sur le web n'est pas immense pour ne pas être compatible en 2023, puisque on va dire que créer un site aujourd'hui sans le penser mobile, c'est quelque chose qui n'est même pas pensable, on va dire. Donc, grosso modo, ce que souligne ce paragraphe, c'est que s'il reste encore quelques sites qui ne soient pas compatibles mobile, c'est que probablement ce sont des sites soit à l'abandon, soit sites qui sont pour des utilisations bien spécifiques avec uniquement une version desktop, c'est ce qui est précisé un petit peu.
En tout cas, voilà, selon ce que dit effectivement le porte-parole de SEO de Google, ce projet arriverait peut-être finalement à sa fin d'ici le printemps, ce qui veut dire que, assurez-vous bien, une fois de plus, bon, je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'acquis, hein, mais de vos versions mobiles, si jamais vous avez des sites internet, de bien les rendre compatibles. Voilà un petit peu pour cet article. On enchaîne sans plus attendre. Je sais pas si vous avez des réactions, n'hésitez pas, les amis, évidemment. Hein, moi, je discute, je bavarde, je pourrais parler avec moi-même pendant des heures et des heures, vous me connaissez. Mais surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des remarques, des réactions, je suis évidemment là. C'est tout l'intérêt d'un stream. Et on continue très rapidement, du coup, avec un article suivant, l'article Blog Nouvelles Technologies. Il nous parle de la mise à jour de l'API Twitter. Donc ça, c'est quelque chose dont on a pas mal parlé ces derniers temps. Pour celles et ceux qui n'auraient pas été au courant, Twitter a fermé ses API depuis quelques temps maintenant. Ils ont souhaité couper en fait le robinet à pas mal de... Alors, c'est pas hyper clair, hein, parce qu'il y a quand même certains sites, moi des fois on me dit ouais mais celui-ci il est basé dessus, ça fonctionne encore. Bon. Disons que dans la grande majorité des cas, beaucoup des sites qui utilisent les API de Twitter ne peuvent plus le faire, c'est-à-dire ne peuvent plus récupérer des informations de Twitter en fait pour pouvoir créer des logiciels basés là-dessus ou des sites basés là-dessus, etc. etc. Ils ont coupé un petit peu les robinets, on a cru que c'était un souci de technique, finalement c'était pas un souci technique, c'était bien volontaire, et puis ils ont dit maintenant notre API ça sera payant, si vous voulez l'utiliser, faudra payer. Et donc, il y a eu, je pense, pas mal de gens qui se sont un peu révoltés, qui étaient voilà, pas trop contents avec ça, puisque en gros, voilà, il y a quand même pas mal de business qui sont basés là-dessus. Du coup, il y a eu de la nouveauté et potentiellement un report de cette modification. Donc, je vous lis ça rapidement au niveau de l'article. Twitter a annoncé des changements de son API qui affecteront directement la façon dont les plateformes tierces peuvent accéder au réseau social. Cependant, après avoir reçu de nombreuses réactions négatives, Twitter retarde ces changements de l'API de quelques jours supplémentaires. Selon le compte officiel de Twitter Dev, ce retard a pour but de garantir la meilleure expérience à la communauté des développeurs. La société affirme qu'il y a un immense enthousiasme pour ces changements d'API à venir. Ça, je sais pas, tout est relatif, mais n'a pas annoncé quand est-ce qu'ils entreront en vigueur. Les changements étaient initialement prévus pour le 9 février, mais ont été reportés au 13 février, et les nouvelles règles sont maintenant à nouveau reportées. Elon Musk, propriétaire de Twitter, a annoncé qu'une API légère en écriture seule pour les bots fournissant du bon contenu et gratuite serait proposée en réponse aux plaintes. Donc il y aurait potentiellement une version gratuite effectivement, mais qui serait plus légère et un peu plus limitée, on va dire. Toutefois, cette nouvelle API gratuite a des limites, puisqu'elle ne permet que 1500 tweets par mois. Les développeurs qui en veulent plus doivent payer un minimum de $100 par mois pour accéder à l'API. Malgré le paiement, Twitter ne permet toujours pas aux développeurs de créer des clients tiers comme auparavant. Voilà, donc même si vous payez, il n'y aura plus ce système de client tiers. Donc quand on parle de client tiers, c'est des sites qui proposent en fait une interface un peu différente de Twitter. Donc vous utilisez Twitter mais dans un autre logiciel. Donc c'est bien l'info issue de Twitter, mais par contre l'interface n'est pas la même. Et donc ça, malgré le fait que vous payez, apparemment ça ne sera plus autorisé. Voilà un peu pour cette actu qui vous laisse de marbre. J'ai l'impression que tout le monde dort ce matin. C'est très flippant. Alors, j'enchaîne du coup avec l'article suivant. Il s'agit donc du coup d'un article que j'ai vu passer de Meta, du blog Meta. Et donc Meta qui annonce en fait un nouveau système pour Instagram notamment. Ah, JP est là, coucou JP, heureusement que tu es là, toi tu ne m'abandonnes pas. Du coup Meta, alors j'ai pas trouvé d'article en français malheureusement, mais bon je vais rapidement vous résumer ça. Instagram du coup le groupe Meta qui déploierait pour Instagram un nouveau système de contribution, de rémunération, appelez ça comme vous voulez. Ils ont appelé ça les gifts. Pour moi, ça me fait tout à fait penser au système qu'on a sur Twitch de... Comment ça s'appelle ?
de bits. Voilà, les bits, c'est-à-dire qu'en gros, ça serait un système où vous achetez un genre de monnaie virtuelle, on va dire, et vous pouvez après en distribuer à d'autres personnes. Donc voilà, ils mettent ça rapidement. Today, we are expanding gift on Instagram to more creators across the US, offering a way to you to easily begin earning money from your audience. Bon, en gros, je vais pas tout lire parce que j'ai la flemme de lire en anglais. Donc, ils disent qu'en gros, ils vont étendre, on va dire, la façon de, enfin, voilà, je sais pas comment on pourrait dire, les cadeaux en gros qu'on peut offrir sur Instagram, je sais pas comment traduire ça exactement. Et donc sur les articles suivants, ils disent qu'ils testent en fait un système qu'ils appellent les gifts en novembre. Pour le moment, je sais pas si ça sera déployé en France. Je pense qu'ils feront du bêta testing certainement. Et en gros, ce qu'ils expliquent dans ce paragraphe-ci, c'est que on peut en fait, les créateurs pourront recevoir ces fameux gifts. Donc en gros, vous allez acheter ça, c'est sous forme de petites étoiles comme ça. Vous pourrez en acheter, voilà, par exemple, vous en voulez 300, c'est 5,99 $. Et après les distribuer en fait aux créateurs de contenu, c'est-à-dire vous suivez des gens sur Instagram, vous pouvez leur faire des dons d'étoiles. Voilà, c'est très, très poétique, très joli, mais en fait derrière c'est de l'argent, il faut bien le comprendre. Donc encore une manière, on va dire, d'étendre un peu et la rémunération des créateurs de contenu, et aussi de leur côté, on se doute bien que du coup ils vont prendre une petite commission Instagram. Donc voilà, on sent très clairement propre l'anglais d'IJP, merci beaucoup. On donne tout ce matin. Donc du coup, voilà, on sent bien qu'au niveau des réseaux sociaux en ce moment, on essaye au plus possible de développer, je dirais, les moyens de contribution. D'un côté, pour galvaniser et donner toujours envie en fait aux créateurs de contenu voilà, trouver des moyens qui soient rémunérés pour leur donner envie de continuer à créer du contenu et à les fidéliser. Il y a une vraie bataille en ce moment entre Instagram, YouTube et YouTube avec tout ce qui est short, etc., et TikTok. C'est vraiment en ce moment là le trio infernal. Et donc ils essayent un peu de rémunérer, de donner d'autres moyens d'être rémunérés pour les créateurs de contenu, pour les inciter à vraiment rester, puisque eux, leur cœur de business, c'est vraiment les créateurs de contenu, quoi. C'est des plateformes où si le contenu est là, présent, de qualité et en abondance, forcément les gens seront ici. Voilà un petit peu. Donc moi, très franchement, pour moi, ils réinventent rien. C'est-à-dire que là, ce système de gift, c'est ni plus ni moins que ce qu'on a nous sur Twitch, le système de bits, qui est exactement pareil. Mais voilà, en tout cas, c'est en test. Et si jamais, je sais pas sur quels critères, pour le moment, je crois que c'est que aux US. Mais après, quand ils vont bêta tester, sur quels critères ils se baseront pour savoir qui aura accès ou pas, je ne sais pas. Mais ça va arriver. Voilà, ensuite, dernier article avant d'entamer notre petit jeu, un article du blog du modérateur qui annonce que Buffer a lui aussi son assistant IA. Donc Buffer, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un très bon outil pour celles et ceux qui font notamment du community management, donc les gens qui animent des communautés, qui créent du contenu sur les réseaux sociaux, etc., etc. Ça vous permet notamment de programmer vos posts, donc ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire que vous pouvez en une seule interface plugger en fait l'ensemble de vos réseaux sociaux. Vous mettez votre compte TikTok, votre compte Instagram, votre compte LinkedIn, Twitter, etc. Et vous avez un calendrier sur lequel vous pouvez poser en fait, créer en fait un article sur telle ou telle plateforme et la programmer pour plus tard. Ou alors vous pouvez aussi, il y a un système d'attente en fait où vous pouvez créer plein de contenus et c'est l'outil qui va automatiquement aller poster aux bonnes heures. Donc ça c'est l'outil Buffer, c'est un des outils, c'est pas le seul, je vous rassure, il y en a plein d'autres qui font ça. Et donc du coup, outil plutôt intéressant. Et ils ont développé et ils ont intégré du coup, comme pas mal de monde ces derniers temps, un assistant IA. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a certaines fonctionnalités qui peuvent être vraiment pratiques pour des cas bien précis du coup de gestion des réseaux sociaux. Donc l'article dit Buffer, outil de gestion des réseaux sociaux, dévoile un nouvel assistant IA.
pour aider les community managers à créer des posts plus engageants sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Côté technologie, ce nouvel outil est basé sur l'API propriétaire d'OpenAI, donc la même technologie que pour ChatGPT. Buffer précise que son assistant utilise des algorithmes avancés et des techniques de machine learning pour analyser les tendances et les modèles dans les données des médias sociaux et générer des idées à partir de ces informations. Donc ça c'est intéressant, c'est que en gros ça pourrait aider en fait et guider, je dirais, les créateurs de contenu et les community managers à rédiger du bon contenu en rapport, on va dire, avec ce qui est analysé, on va dire, et ce qui est compris par l'intelligence artificielle, et donc essayer d'avoir du contenu riche et bien optimisé. Ça, c'est quelque chose, je pense, j'ai vu de plus en plus de billets là-dessus, de gens qui disent et qui anticipent, on va dire, que via l'IA, on aura la possibilité aujourd'hui de faire de l'optimisation SEO, donc faire du référencement bien meilleur, on va dire, et plus, voilà, être assisté, on va dire, dans les choix de contenu plus riches. Donc c'est hyper intéressant de voir que ça commence déjà à popper. Et donc dans les autres fonctionnalités qui sont annoncées en tout cas par l'IA, faut savoir que c'est en test, hein. Moi j'ai regardé hier, j'ai commencé et j'ai testé notamment avec Alexis et Mathis qui font partie de l'équipe PicBeam, et très franchement, bon, c'est encore on voit que c'est une bêta, quoi, hein. C'est pas encore totalement au point, mais les fonctionnalités qui sont annoncées sont assez intéressantes. Donc l'assistant IA de Buffer serait capable de générer rapidement des idées de posts sur un thème. Ça encore, c'est rien de nouveau. Créer des publications ciblées pour une audience. Ça, c'est hyper intéressant parce que cette notion de segmentation et d'audience peut vraiment être une vraie plus-value, je dirais, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui avec l'outil. Rédiger plusieurs versions pour un seul message, donc faire de ce qu'on appelle de l'A/B testing. Faire de l'A/B testing, ça veut dire qu'on peut faire plusieurs versions d'une même chose et puis on teste en fait laquelle des deux est la plus fonctionne le mieux. Alexis qui dit: je confirme, encore un peu bancal. Voilà, on a testé ensemble ça hier. Bon, c'est pas encore complètement au point, mais c'est une bêta, hein, donc c'est tout l'intérêt. S'adapter au style au style et au ton de votre marque, donc ça c'est aussi très intéressant, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une notion de générer du texte, mais il y a aussi une notion de style, c'est-à-dire de façon dont on va exprimer les choses, et ça c'est plutôt intéressant, parce que c'est un vrai point, on va dire, quand vous créez, je dirais, quand vous créez une marque, vous avez un ton qui fait partie, exactement comme vous avez une charte graphique avec des couleurs, le ton que vous employez est hyper important. Donc voilà, ça c'est une vraie plus-value. Par rapport à la bêta de ChatGPT, DJP, de toute façon, je pense qu'il se base sur l'API de GPT-3. Hein. Donc de mon point de vue, il n'y a pas de... Je suis pas sûr que ça apportera beaucoup plus. Ils n'ont pas en gros développé un outil interne, tu vois. Je pense qu'ils sont vraiment plugués, comme le font beaucoup en ce moment de gens. Voilà, on a vu Opera ou etc. Je pense qu'ils doivent se pluguer sur les mêmes API, seulement ils le formatent un peu de leur façon, et surtout ils alimentent avec leurs infos qu'ils ont. C'est-à-dire que quand tu vas créer ton post, il va potentiellement tenir compte des données qu'il a, parce que Buffer a tout un tas de données sur ton audience, etc., et tout ce que tu as déjà créé, le ton que tu emploies, etc. Il peut analyser tes posts précédents, enfin tu vois. Donc je pense que c'est juste la combinaison entre les données que tu as sur Buffer et les fonctionnalités mises à disposition par GPT-3, quoi. Voilà. Donc je pense que ça aura pas beaucoup plus, sera pas plus impressionnant que ChatGPT, hein, clairement pas. Mais ça sera intégré plus ou moins bien du coup dans l'outil Buffer. Donc ensuite, traduire rapidement vos publications dans plusieurs langues, et puis répondre aux demandes et aux commentaires de votre communauté. Ça, j'ai trouvé que c'était une feature assez insane, si effectivement c'est le jour où ce sera un peu plus au point. C'est-à-dire que quand vous avez des commentaires ou autres qui arrivent sur vos posts ou autres, potentiellement on peut imaginer que l'IA puisse y répondre si jamais
elle en a les capacités. Moi, ça me fait tout à fait penser à un job précédent où j'étais, donc qui était une boîte spécialisée dans le NLP, donc ça s'appelle le Natural Language Processing, c'est-à-dire le traitement du langage naturel. Donc grosso modo, ils avaient un moteur qui leur permettait d'analyser et de comprendre en fait des requêtes. Et en fait, les clients qu'on avait, c'était des grosses boîtes qui avaient beaucoup de demandes de SAV ou ce genre de choses. Et en fait, ils passaient du coup par ce type d'IA, on va dire, qu'on proposait, et ça leur permettait de réduire en fait drastiquement les contacts entrants. Et donc toutes les questions qui étaient vraiment à faible valeur ajoutée et qu'on répétait sans arrêt toute la journée, je sais pas moi, vous appelez, je ne sais pas, Maison Cézanne par exemple, vous vendez des fringues, peut-être que X fois par jour, vous allez avoir une demande disant oui, quand est-ce que c'est la prochaine vente de vêtements. Et donc si ça par exemple vous êtes capable de l'analyser et de répondre, autant l'automatiser quoi. Ça sert à rien de mettre une personne qui va répondre 15 fois la même chose quoi. Donc ça typiquement je trouve que c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante, à voir dans quelle mesure elle va être pertinente. Est-ce qu'il y aura aussi un système de rate peut-être, c'est-à-dire de se dire à quel point est-ce que l'IA sera confiante sur le fait qu'elle a bien compris et bien répondu ou pas. Voilà, en tout cas, ça c'est une fonctionnalité que j'ai trouvé plutôt cool. Donc actuellement, sachez que c'est en bêta. Si jamais vous utilisez Buffer, vous pouvez le tester, mais c'est encore en version bêta. Il faut se rendre du coup dans la section contenu. Et voilà, après ce que précise l'article aussi, c'est que pour celles et ceux qui auraient souscrit à Buffer il y a plus de 12 mois, là pour le coup il faudra migrer. Voilà. Par contre, il y a un système de crédit, c'est pas illimité, hein. C'est-à-dire qu'en gros vous avez 50 crédits, un truc comme ça, et à chaque fois que vous faites une requête, il y a un crédit en moins. Donc voilà, on va voir aussi au niveau modèle économique comment est-ce qu'ils vont gérer ça. Voilà les amis, petit tour de l'actu pas mal brossé. Je vous propose qu'on termine avec un petit jeu, un petit quiz culture G Twitch, et j'espère qu'il vous plaira. Ça du coup pour le coup on va pas faire un jeu de comment s'appelle ça, de vous devinez mon dessin. Là ça va être différent, donc on va faire un jeu qui s'appelle Round Games. Je sais pas si vous connaissez, vous allez pouvoir participer. Alors en gros c'est ni plus ni moins qu'un quiz. Je vais d'ailleurs créer dès à présent cette partie, donc nouvelle partie. Nouvelle partie, pack personnel. Alors, j'ai préparé les questions. Donc, 16, c'est ça, 16 février. Je sais pas pourquoi j'ai mis le 16 alors que c'est pas le 16. Donc, ça va être en 10 questions. Sachez que tout le monde part de 0. Si jamais vous répondez bien, vous avez 400 points. Si vous répondez bien et que vous êtes la première personne, vous avez 400 points. Si vous répondez bien mais que vous êtes la personne la plus lente, c'est 200 points. Et en fait, en fonction de la vitesse à laquelle vous répondez, si vous êtes premier, deuxième, etc., voilà, ça va tendre plus vers 400 ou plus vers 200. Et si par contre vous vous trompez, c'est moins 100. Voilà, donc c'est pas sans conséquence. Par contre, je bloque le changement de réponse, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez mis une réponse, vous pouvez pas changer. Je vais vous faire passer le lien, pas de souci. Donc, je crée juste la partie, histoire que vous ayez le lien. Donc ça, c'est bon. Les règles, on est pas mal. Je vous mets 18 secondes en temps de réponse. Je pense que ça devrait suffire. Et on va pouvoir jouer. Donc, pour jouer, je vous donne le lien dans le chat. Vous avez juste à vous rendre à cet endroit-là. Donc, si vous êtes sur mobile, en fait, en gros, je pense que ça serait pas mal que vous ayez... un autre mobile, parce que en fait vous pouvez pas écouter la Twitch et en même temps vous rendre sur l'URL. Donc si vous êtes sur ordinateur, normalement c'est bon, vous pouvez garder l'onglet ouvert et voilà. Et si vous êtes sur téléphone, je sais pas, essayez de trouver un autre téléphone, j'en sais rien. Donc en gros vous vous rendez sur cette URL là et vous avez juste à rentrer votre pseudo. Et je vais démarrer la partie d'ici quelques instants. Donc il y a Best Toto qui est déjà présent, il y a Yaz qui est déjà présent. N'hésitez pas, rendez-vous directement sur la partie. J'attends quelques instants. Donc vous n'avez rien de plus à faire, si ce n'est vous rendre sur l'URL, vous mettez votre pseudo. On a JP par le web qui est là. C'est gros troll. Alexis, Nico313, Bob le répondeur. Mec, vraiment il y a trop d'originalité dans tous vos pseudos là. Allez-y, allez-y. Si jamais il y en a encore qui veulent participer, j'attends quelques instants. Alors avant de lancer la partie,
Je vous rappelle du coup, semaine prochaine, matinale uniquement le mercredi et jeudi soir, on fait une soirée avec Benoît, soirée spéciale Jamstack. On va vous faire découvrir un petit peu ça, découvrir un petit peu la technologie. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Et puis vendredi, pas de matinale. Vendredi, ça va être plutôt, ambiance découpage dedans. On adore. Allez, est-ce que c'est bon les amis? Est-ce que tout le monde s'est bien mis sur la partie? Je vais démarrer sans plus attendre. On a 6 joueurs connectés. Ça va être la folie. On a donc 10 questions. Je vais baisser un petit peu le volume de ma musique. Et je vais démarrer la partie dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On démarre la partie. Allez. Et on démarre avec cette première question. Où se situe le siège social de Twitch? Est-ce Préolard, Chicago, New York, San Francisco? Alors les questions, certaines sont simples, d'autres sont moins simples. J'essaie de varier un petit peu au niveau de la simplicité ou de la complexité des choses. Et la bonne réponse était San Francisco. C'était facile. J'ai mis des questions faciles et des questions plus compliquées. On a en tête Alexis qui a répondu en 3 secondes 93. Alexis qui prend la tête et qui prend les 400 points. Bob le répondeur 390 avec 4 secondes 52. Et Best Toto qui ferme le classement pour le moment. Donc un trio de tête. Par contre, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas les petits effets sonores. Ça me dérange. Je ne sais pas pour quelle raison. J'ai bien mon truc qui est ouvert. Ouais, c'est bon. Ok. Allez, on continue. Donc, suivez bien sur votre téléphone parce que des fois, il y a du décalage entre le stream et la partie. Donc, voilà, suivez bien sur le téléphone. Ça vous évitera d'avoir des petits soucis. Je relance du coup. On enchaîne avec la question numéro 2 qui sera peut-être un peu plus compliquée. Celle-ci, je ne sais pas. Parce qu'en fait, ça mélange en fait les questions que j'ai préparées. Donc, je ne peux pas savoir. À quel prix l'actuel propriétaire de Twitch l'a-t-il acheté en 2014 en dollars? Est-ce 70 millions, 270, 470 ou 970? À quel prix est-ce que Twitch a été racheté en 2014? En millions de dollars, hein. La bonne réponse était 970 millions de dollars. Et je ne vous dirai pas par qui, puisque ça fait partie des questions. Qu'est-ce qu'on a? Oh, il n'y a que JP qui a bien répondu. Bravo! GG JP. Attends, je vais voir, est-ce que ça change quelque chose? Ouais, peut-être que comme ça, c'est mieux. Donc JP qui prend 400 points et qui prend la tête. JP par le web est en tête du classement de la partie. Je regarde le classement total. Qu'est-ce qu'on a? Alors JP a répondu correctement. Best Auto s'est trompé. En fait, vous êtes tous trompés, donc vous avez pris des moins 100. Ha! Ouais, le moins 100, il faut tenir compte de ça. Soyez à peu près sûr de vos réponses. Voilà, donc on continue du coup. Je relance la partie. Question numéro 3. Question numéro 3. Quel est le record du plus long stream Twitch? Est-ce que c'est 6 jours d'affilée, 46 jours d'affilée, 146 jours d'affilée ou 446 jours d'affilée? Je précise que la personne avait quand même le droit de répondre à ses besoins primaires, hein, c'est-à-dire manger, dormir, aller aux toilettes, etc. Et la réponse était 446 jours. 446 jours d'affilée. Alors j'ai 2-3 précisions là-dessus. Si je regarde, tic-tac, je m'étais mis ça de côté. C'était dans cet article. Alors 446 jours, c'est le nombre de jours consécutifs de live sur Twitch. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un subathlon, ils appellent ça. Le principe est le suivant, le streamer lance son émission en direct et assure le show sans arrêt. Ce record est pour le moment détenu par la streameuse Emily CC. Elle ne compte pas s'arrêter là puisqu'elle compte atteindre un prochain palier de 730 jours, soit 2 années de diffusion non-stop. Il y a des gens qui ont le temps quand même et qui ont des vies bien particulières, mais on ne juge pas. N'imaginez pas non plus que la streameuse passe sa vie à animer son stream. Elle prend bien sûr des pauses pour ses besoins primaires, mais assure le show tout le reste de la journée. Une performance mentale et physique intense que peu de créateurs peuvent se vanter d'avoir réalisé. Et du coup, dans ce round, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu que des mauvaises réponses. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? C'était trop compliqué, vous pensiez pas que ça serait autant. J'ai l'impression que ça vous a surpris.
Allez, on a toujours JP qui est en tête, en numéro 2 Alexis et en 3 Bob le répondeur. Et au niveau du classement global, qui c'est qui ferme? Allez, Yaz et Nico, les amis, va falloir mettre un petit coup de boost. C'est encore faisable. Il y a encore pas mal de questions. On enchaîne du coup avec la question numéro 4. Question numéro 4. Janvier 2023, quel est le nombre total de messages envoyés sur les chats? Donc en un mois, hein, c'est un chiffre mensuel. 48 milliards, 348, 548 ou 948 milliards de messages envoyés sur le chat, à votre avis? Et la réponse était 48 milliards de messages. C'est énorme. Bon, après, je me suis dit, je vais tenter un peu plus, voir s'ils arrivent à bien estimer. J'ai l'impression que la question était compliquée là. On a encore... on a encore des gens qui se sont plantés. Je regarde. JP, j'ai raté la première question. Ah mince. Bob, il pique le moins 100. Je pensais que le record était toujours pour Ludwig. Ben non. Non. Apparemment, c'était du coup une demoiselle, Émilie CC. Bon, il y a d'autres questions un peu plus simples, hein. J'ai mélangé, mais là vous mangez pas mal de questions compliquées d'affilée, là j'ai l'impression. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça devrait être plus simple sur certaines questions. On enchaîne du coup, on enchaîne avec la question suivante. Quel est le nom originel de la plateforme de Twitch? Est-ce que c'est Justin TV? Est-ce que c'est Connexion 5G? Est-ce que c'est Écran LG? Ou bien Anto BG? Attention à ce que vous allez répondre les amis. Justin TV, Connexion 5G, Écran LG ou Anto BG. Celle-là était simple. C'était Justin TV. Voilà, Justin TV qui était vraiment le nom originel, on va dire, avant Twitch. Et qui était, alors de mémoire, il me semble que c'était une... je crois qu'ils étaient 4 cofondateurs, il me semble. Et en gros, leur idée à la base, c'était de faire un outil qui permettait de se filmer toute la journée. Et donc, ils passaient leur temps, en fait, à se filmer IRL. Et ça avait bien fonctionné. Puis après, ben voilà, de Justin TV, c'est devenu Twitch, etc. Alors, là, ça va plus simple. Vous n'êtes pas trop planté dans l'ensemble. Il y a quand même Best Auto qui nous a mis Écran LG. Et là, je peux pas faire mieux, hein, franchement. Hein. Honnêtement, je peux pas faire mieux, quoi. Nico qui a été le plus rapide avec 400 points. Nico 313. Bob qui a été deuxième, 5 secondes 35. Et JP par le web, 6 secondes 89. Donc voilà. Alexis, t'es lent, dit Bob. Ouais, Alexis, là, pas trop réactif. Donc au niveau de la partie, JP toujours en tête, 615 points. Bob qui a encore gratté une place, qui passe deuxième avec 443 points. Nico 313 qui le talonne, 423 points. C'est vraiment très serré. Et Alexis du coup qui passe quatrième. Alexis qui descend du coup du podium. Allez, on continue du coup. Je continue la partie. Question numéro 6 ou 5 6. Laquelle de ces catégories de live Twitch n'existe pas? Bien-être et santé, animaux, aquarium et zoo, piscine, jacuzzi et plage, pétanque, ricard et cacahuètes. À vous de me dire. Oui, je suis un homme plein d'humour. Et la réponse c'était pétanque, ricard et cacahuètes, évidemment. Toutes les autres existent. Hein. Animaux, aquarium, zoo, piscine, jacuzzi, etc. Ça existe. On a donc JP qui a répondu le plus rapidement. 400 points, Bob en second. Et Yaz qui prend du coup la troisième place de ce round et qui marque des points au classement complet. Donc toujours JP en tête, Bob à 800, donc il y a environ 200 points de JP. Et Nico 718 qui prend un léger retard par rapport à la manche précédente. Et Yaz qui gagne une place, si je ne me trompe pas. Voilà, on enchaîne du coup avec la question suivante les amis. Lâchez pas, ça va enchaîner. Quel est le propriétaire actuel de la plateforme Twitch? Est-ce que c'est Microsoft? Est-ce que c'est Meta Facebook? Est-ce que c'est Amazon? Ou est-ce que c'est Google? À vous de me dire. JP qui dit les Américains ne connaissent pas le Ricard. Eh oui, c'était pour la blague évidemment. Qui est le propriétaire actuel de Twitch? Il s'agissait d'Amazon. Amazon, du coup, c'était la bonne réponse. Nico 313 qui a répondu le plus rapidement, bravo à toi. 400 points en répondant en 3 secondes 15. Ensuite, on a Best Auto deuxième et JP troisième.
Et du coup, Nico qui passe en deuxième position, bravo, qui fait descendre du coup Bob. Yaz également qui rentre, qui reviennent entre les morts, puisque vraiment au début du classement, au début de la partie, il y a bien plus, t'étais bien plus en retard, je crois. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé chez les autres? Qu'est-ce qui s'est passé chez les autres? Ah, Bob a pris un -100 et Alexis aussi, vous êtes planté. Bob a mis Meta et Alexis a mis Microsoft. Je pensais que c'était relativement simple pourtant, hein, comme question de mémoire. Enfin, Amazon qui détient Twitch, c'est quand même un classique, mais voilà, peut-être pas. Donc voilà, bah, écoutez, c'est pas grave, hein, c'est pas encore terminé. On en est à 7 sur 10, donc il reste encore 8, 9, 10, il y a 3 questions encore. J'ai besoin de compter sur mes doigts, vous l'aurez constaté. Allez, on continue, je relance la partie, donc suivez bien. Hop. Ça démarre dans quelques instants. Alors, toujours sur le mois de janvier 2023, quel est le nombre mensuel de chaînes actives sur Twitch selon vous? Est-ce que c'est 5,07 millions? Est-ce que c'est 50,07? Est-ce que c'est 10,07 ou 500,07? 5, 10, 50 ou 500 de chaînes actives sur Twitch pour janvier 2023. C'était 5,07 millions. Pas facile comme question. Et il n'y a eu que des erreurs. Il n'y a eu que des erreurs, malheureusement. Bob avait mis 50, Alexis 10, Best Auto 50, Nico 10 et Yaz 10. Et malheureusement, et JP qui n'a pas répondu. Ça, c'est la stratégie. Ça, tu vois, ça, c'est quelqu'un... T'as pas répondu. Ouais, mais tu vois, finalement, c'était stratégique. Pas de réponse, exactement, pas d'erreur, et donc tu prends pas de -100 et tu restes en tête du classement général. Deuxième, Nico, qui est pas très loin, qui a 200 points, donc ça peut encore changer. Et Yaz à 652. Voilà, donc je lis vos commentaires rapidement avant de relancer la partie. En plus, Bob claque son prime, j'ai pas vu. Non, il a pas claqué son prime, si. J'ai pas eu une notification, hein, en tout cas. Non, je suis pas bon ce matin, dit Bob. Ah, mais c'est pas grave, Bob, c'est un jeu, y a pas de souci. Donc pas d'erreur, JP il est juste trop smart, JP supérieur à tous. Et ouais, ça change un peu les règles du jeu parce que d'habitude, d'habitude quand on fait des jeux, donc on fait du Gartic Show et c'est souvent Alexis qui domine pas mal sur ce jeu. Et là, on sent que les règles changent un peu. D'ailleurs, t'es où Alexis là? Wow, mais Alexis, t'es dernier, va falloir se réveiller, mon gars. Va falloir se réveiller, mon gars. Allez, je relance la partie, donc remettez-vous bien sur le quiz. On enchaîne, du coup, il nous reste plus beaucoup de questions. Question suivante, quel est l'actuel record mondial, j'ai bien dit mondial, d'audience simultanée sur un live Twitch? Est-ce que c'est 3,3 millions, 5,3 millions, 1,3 million ou 8,3 millions? Est-ce que c'est 1, 3, 5 ou 8? À vous de me dire. Et la réponse était 3,3 millions de spectateurs simultanés. Et donc pour information, c'était le streamer Ibai, streamer espagnol, si je ne me trompe pas. Ibai, record mondial Twitch. Et c'était une... alors attendez. C'est ça, un Espagnol réunit 3,3 millions de spectateurs sur Twitch et bat le record d'audience de la plateforme. L'Espagnol Ibai est devenu le 25 juin 2022 le streamer le plus suivi de la plateforme Twitch en réussissant à réunir pas moins de 3,3 millions de spectateurs simultanés. Je crois que c'était un event style... il disait qu'il y avait des combats de boxe, des trucs comme ça, je sais plus exactement. Je crois qu'il y avait... attendez... Je sais plus si... Ouais, voilà, donc ça c'est Ibai, si vous ne connaissez pas. Il était présent d'ailleurs au match les Français contre les Espagnols organisé par Amine. Et je sais pas si... Est-ce qu'ils disent le... Ouais, c'était ça. La Veleda del Año, la soirée de l'année. Et l'événement retranscrit 5 matchs de boxe opposant principalement des célébrités de la plateforme de diffusion en direct. Au cours des 5h30 de show, un pic de spectateurs à plus de 3,3 millions a été enregistré. Voilà pour les infos. Allez, on termine notre petit quiz culture Twitch. Je relance la partie. Mettez-vous bien sur le quiz avant que je ne lance. C'est parti. Question suivante.
toujours au mois de janvier 2023, le nombre d'heures de live vues par un utilisateur Twitch. À votre avis, quel est le nombre total d'heures de live vues par les utilisateurs de Twitch, tout cumulé? 1 milliard, 2 milliards, 12 milliards ou 21 milliards d'heures de live vues par les utilisateurs. En tout et pour tout, il y a eu 21 milliards d'heures de live vues par les utilisateurs au mois de janvier. Et c'était la dernière question. Je sais pas si je vous ai fait saigner les oreilles parce que j'ai entendu que c'était très très fort. Avec la victoire de JP. Coucou Sergent qui nous rejoint. Bienvenue à toi. JP du coup en première place. Yaz en deuxième place. Et Bob qui ferme le classement. Troisième place. Donc si je regarde le classement total, on a Best Toto qui est cinquième. Alexis qui ferme la marche. Et est-ce qu'il me manque du monde là? 1, 2. Il précise pas le quatrième. On voit pas ce qu'il y a entre. Bon. Voilà, en tout cas, vous savez qui c'est qui est en haut et qui est-ce qui a fait de son mieux. Voilà. JP, j'ai pas trouvé la moitié des réponses. J'ai été nul. Ah, bah écoute. Après, c'est un jeu de stratégie. Hein. C'est un jeu de stratégie. C'est-à-dire que si tu réponds bien au bon moment et puis après que t'es rapide aussi et que tu te plantes pas trop, ben voilà, hein, ça fait la victoire. Hein. Ça fait le GG. En tout cas, bravo à toi. Voilà, c'était un petit quiz, ça faisait quelques temps que... je crois qu'on en avait déjà fait un ou deux, il me semble, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de changer un petit peu ce matin et justement de faire ça. Donc pour voilà, faire un petit quiz actu slash je dirais... culture G Twitch, puisque en fait en gros donc notamment toutes les infos en fait que vous aviez en termes de janvier 2023, enfin tous les chiffres mensuels, c'était issu d'un article que j'ai trouvé du coup sur Presse Citron qui expliquait que Twitch battait tous les records avec des chiffres clés on va dire à avoir pour montrer et prouver que effectivement cette plateforme monte sans arrêt et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont consommateurs de Twitch. Voilà. J'essaye toujours de faire des jeux quand même qui soient un peu en rapport avec l'actualité, essayer de vous faire apprendre des trucs de façon un peu ludique.